Donc, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être ici pour vous présenter mes travaux. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en décembre dernier, donc ça a été une excellente occasion de me replonger un peu dans ce que j'ai fait à l'époque. Et donc, je suis ravie de pouvoir revoir tout ça avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des algorithmes que j'ai développé dans le cadre de ma thèse qui permet d'aider des archéologues à remonter des objets en fragments. Le remontage en archéologie, c'est quand on a des objets, des artefacts, des monuments ou même des sites archéologiques qui sont en morceaux et on souhaite pouvoir réassembler les fragments afin de pouvoir mieux comprendre comment est-ce que les personnes vivaient à l'époque, quelle était la culture, etc. Relativement proche de nous, on a la chance d'avoir deux sites archéologiques intéressants. Vaux-de-la-Selle, qui se trouve dans le Vexin, dans le Val d'Oise, où on a des élévations d'à peu près 5 mètres de haut d'un ancien temple gallo-romain. Et avec ça, on a également des centaines de blocs sculptés avec des frises qui traînent dans les rayonnages des réserves muséales du Val d'Oise. Et on a également le site de Roquesorcier dans la Vienne, qui est un site préhistorique qui fut occupé par les Magdalénins, qui est composé de deux parties, un abri bourdois qui est un abri sous roche, dont la frise est sculptée, et une grotte dont le plafond s'est effondré et le plafond était également sculpté. Les archéologues ont donc besoin de pouvoir réassembler ces éléments afin de mieux comprendre comment est-ce qu'on vivait à l'époque. La question du réassemblage est donc d'importance. Malheureusement, quand on est confronté à des centaines, voire à des milliers de blocs, c'est un vrai casse-tête. Heureusement, on dispose d'algorithmes pour commencer un petit peu à faire ça. On a les algorithmes de vision par ordinateur qui se divisent en deux familles, les familles basées sur le contenu et les familles d'algorithmes basés sur les contours. Quand c'est basé sur le contenu, on cherche à aligner des couleurs ou des motifs afin d'avoir quelque chose de cohérent. Un trait rouge sur un fragment, un trait rouge sur un autre fragment, on va aligner les fragments afin que ça fonctionne. Dans le cas des contours, on va chercher à aligner des surfaces, par exemple deux surfaces fracturées d'un ensemble qui allait ensemble, sans disjointe, et donc maintenant ça fonctionne. Malheureusement, on manque de compréhension visuelle et c'est ce qui fait que l'algorithme va penser que ces deux réassemblages sont corrects à droite parce qu'on a justement les contours, les couleurs, les lignes qui sont alignées. Et donc, on a besoin d'avoir des connaissances d'experts qui vont nous permettre de déterminer, de discriminer, de voir dans quel cas est-ce que c'est correct ou pas. Et ça, ou bien on a la chance d'avoir un expert qui peut passer du temps sur le problème, ou bien on n'a pas d'expert. Et dans ce cas-là, on utilise un bloc algorithmique qui sont des réseaux de neurones. Et la personne juste avant moi vous a tout expliqué comment ça marchait. Donc moi, je vais pouvoir parler d'autres choses, c'est super chouette. Et grâce à ces réseaux de neurones, on va pouvoir avoir des remontages approximatifs. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est de se dire qu'on a une oreille, un museau. On sait que théoriquement, l'oreille va à peu près au-dessus du museau. Et cette connaissance d'expert, l'objectif est de l'enseigner au réseau de neurones afin qu'il soit capable de la restituer et de résoudre ces problèmes avec des milliers de fragments à notre place. Il existe trois sortes d'algorithmes qui permettent de remonter les fragments à partir du deep learning. Les algorithmes de comparaison de paires, les algorithmes de permutation et la comparaison itérative. Très brièvement, la comparaison de paires, c'est lorsqu'on a deux fragments et qu'on cherche à prédire la position relative. Par exemple, le fragment 2 se situe en haut à droite du fragment 1. La permutation, c'est quand on a tout l'ensemble de fragments qu'on donne directement en entrée de l'algorithme. Donc, avant, on avait un algorithme qui avait deux entrées. Maintenant, on a un algorithme qui prend plein d'entrées. Et il va chercher à prédire la bonne réponse. Donc, l'espace des solutions, chaque solution va correspondre à une réponse possible, est très vaste. Et c'est assez compliqué à mettre en œuvre, à faire fonctionner bien. Et ensuite, on a la comparaison itérative où on a un fragment, on le place sur une page blanche, on prend l'autre fragment, on va le placer par rapport au premier qui est déjà placé, fragment numéro 3, on va le placer par rapport au fragment 1 et 2, et ainsi de suite. On construit itérativement le puzzle. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes travaux que j'ai réalisés dans le cadre de la comparaison de paires, donc c'est le papier d'Ibzel mentionné ici. Avant de s'y lancer corps et âme, il faut faire avec les limitations de notre temps qui sont liées à la puissance des ordinateurs et donc on est obligé de restreindre un petit peu le paramétrage. Il a fallu déterminer la forme des fragments, la quantité de fragments avec laquelle on voulait jouer. Est-ce que ces fragments sont tous bien orientés ou est-ce qu'ils ont des orientations différentes? Quelle est la forme de la solution? Est-ce qu'on a une forme contrainte au puzzle? Est-ce qu'on a une pièce d'ancrage? Est-ce qu'on a une érosion, des fragments manquants, des fragments surnuméraires? Est-ce que dans le jeu de données d'apprentissage, on a des aberrations optiques qu'on risquerait de ne pas retrouver plus tard et que l'algorithme risquerait d'apprendre? Et du coup, il faudrait
parvenir à s'en défaire. Et enfin, quelle est la dimension que l'on veut utiliser pour résoudre ces puzzles. Comme nous nous plaçons dans le cadre de l'archéologie, notre priorité était très visible, c'était l'érosion. Donc, en premier lieu, on a cherché à avoir une érosion grande. On a des fragments qui font 96 pixels de large et on a une érosion de 48 pixels, donc c'est significatif, c'est la moitié presque, plus ou moins 7. On a un fragment d'ancrage et on a uniquement 3 par 3, donc 9 pièces à placer avec la pièce centrale que l'on connaît. Il a ensuite fallu choisir le jeu de données que l'on allait utiliser. On en avait 4 facilement à notre disposition. Les 2 premiers pour Vaux-de-la-Selle et Rocco-Sorcier qui avaient relativement peu d'images, donc pas de quantité suffisante pour apprendre. Même chose avec un jeu de données qu'on a constitué à partir des images de Google. Et en comparaison, on avait ImageNet qui présentait des aberrations optiques et donc on ne pouvait pas s'en servir pour des raisons que je pourrais détailler plus tard, pour entraîner notre algorithme. Il a donc fallu construire notre propre jeu de données à partir on a choisi d'utiliser les données du Metropolitan Museum of Art et donc ça nous a permis d'avoir 10 000 images d'entraînement pour 2 000 images de validation avec le même ratio de tableaux, de sculptures et d'artefacts et de textes et de gravures pour entraîner un peu notre modèle sur différents paradigmes. Dernier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, il a fallu pouvoir évaluer la qualité de nos résultats. Qu'est-ce que c'est qu'un bon remontage? Un bon remontage, ça peut être 3 choses. Ça peut être le puzzle est bien résolu, c'est-à-dire la réponse est identique à la solution. Un certain nombre de fragments est bien placé. Ici, on a 3 fragments qui sont bien placés, un qui est mal placé, 75%, c'est déjà un beau score. Et enfin, on a les voisins sont corrects. Ici, c'est l'exemple qu'on a ici. Il n'est pas résolu parce qu'on a un décalage. Les fragments sont donc mal placés parce qu'ils sont tous décalés. En revanche, ils ont quasiment tous le bon voisin. Et donc, on va considérer que cette image, selon cette métrique-là, est correcte. Alors, ça, c'est l'algorithme que nous avons présenté pour le papier dans DeepZL. Et donc, on reconnaît bien qu'on a un algorithme de comparaison des paires parce que ceci, qui est une vue d'esprit de notre réseau de neurones, prend le fragment central, n'importe quel fragment latéral, donc le bleu, le vert, etc. Et il va prédire une classification. La classification, c'est il y a 42% de chances que le fragment ici se place ici par rapport, étant donné qu'on a ce fragment central, et ainsi de suite. Donc, pour chaque fragment, on va les passer dans la moulinette d'extracteur de features et on va obtenir une classification. Toutes ces classifications vont nous servir à obtenir un remontage et donc, on va avoir la sortie de l'algorithme qui sera, si ça a bien fonctionné, l'image telle qu'on l'attendait. Pour creuser un petit peu plus sur les réseaux de neurones, on a une architecture somme toute assez classique avec 2 entrées. On s'est inspiré de l'algorithme VGG16. On a une fusion ici. Et enfin, un classifier en 3 couches qui prédit la position relative. Pour le remontage, on avait commencé par faire un algorithme glouton. Un algorithme glouton, il prend le meilleur score, 0,32, le deuxième meilleur score, 0,26, etc. Et à chaque fois, il supprime des colonnes. Et ça nous a donné ce réassemblage ici. Si vous êtes malin, vous voyez que ça fait 0,31, 0,31 et 0,14. La somme fait 0,76. Donc, ça aurait été plus malin. Et on aurait effectivement pu obtenir ces résultats-là à partir de notre classification. On s'est donc dit qu'on allait utiliser un algorithme beaucoup plus lourd, qui est un algorithme de recherche de plus court chemin, en l'occurrence l'algorithme de Dijkstra, qui nous a permis donc d'obtenir cette qualité de résultat, la 0,76, étant donné ces entrées-là. On a rajouté des fonctionnalités comme l'élagage de branches inutiles, la gestion des fragments manquants, la gestion des fragments sur le MDRR et enfin la gestion des centres de puzzle. Pour les résultats, ma première page vous indique qu'on a fait mieux que l'état de l'art duquel on s'était inspiré. Donc, nous sommes en bleu. Et la deuxième page commence à vous montrer quelques exemples. Donc, on a une très belle reconstitution ici. Ici, vous allez me dire, oui, bah, le ciel, même moi, si j'avais dû résoudre le puzzle, j'aurais pas su faire. Très bien. Et là, effectivement, une petite erreur. On a donc introduit une nouvelle métrique qui est la métrique de si c'est quasiment parfait, ça marche. Et à partir de cette métrique-là, on a donc ce genre de résultat où on obtient 90% de fragments bien placés dans le cas de la résolution par graphe pour 84% de puzzles qui sont corrects. Et quand on se compare avec l'état de l'art, donc là c'est le cas de la permutation, on voit qu'on fait mieux et en plus qu'on n'est pas limité dans le nombre de solutions existantes. Un peu plus d'images, donc là c'est quand on a des fragments surnuméraires et des fragments manquants. Voici des exemples de choses qu'on obtient.
Donc, vous voyez, on ne se trompe pas tant que ça. Surtout que là, sur cette dernière image, le nuage avait l'air vraiment d'aller comme ça, même si la solution allait dans l'autre sens. Je vais vous passer les chiffres sur les résultats et ensuite, on a appliqué ça à ImageNet, au bas-relief, au scan de Vaud-la-Selle qui sont très similaires dans la qualité à ce qu'on obtenait sur notre dataset d'entraînement et de validation. Et en revanche, pour Ecosorcier, on n'a pas réussi à résoudre un seul puzzle. La cause est que c'est sacrément plus difficile de trouver des éléments saillants dans ce genre d'image. Et pour autant, on obtient 31% de fragments qui sont bien positionnés. Un petit dernier exemple pour conclure. Quand on va faire de la reconstitution pour de vrai, on va prendre des photographies avec différentes lumières, différentes distances, etc. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici en prenant différentes images. Donc celle-là a été élargie. Il y en a d'autres, on a changé des paramètres au niveau des couleurs et on s'aperçoit que notre méthode est très résistante. Donc on perd 1% sur la première métrique et 2% sur la deuxième face à ce genre de changement. Pour conclure, on a amélioré de 10% la qualité des réseaux de neurones, on a amélioré de 10% la qualité de la méthode de permutation, on a proposé le premier travail sur les fragments manquants et surnuméraires, on a eu 2 publications et les limitations qui sont liées à Divisol sont qu'on n'a pas de compréhension globale. Donc si on va regarder, l'algorithme ne regarde jamais l'image en entier, il voit toujours les fragments 2 par 2, donc parfois il peut passer à côté d'informations. Et ensuite, on est limité à niveau puissance de calcul, 9 plus 8 fragments à peu près. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, je suis désolé, je vais poser une question sur un détail technique, mais sur l'apprentissage de position relative entre patchs, j'avais déjà entendu parler, certains chercheurs comme Andrew Zisserman parler du problème des aberrations chromatiques qui peuvent être problématiques. Est-ce que c'est vrai ou non? Et c'est dans ce cadre-là. Alors, c'est tout à fait exact et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a exclu d'entraîner nos réseaux de neurones sur ImageNet parce que justement, on avait ce souci d'aberration optique. Je vais donner un petit peu de contexte afin que tout le monde voit de quoi on parle, ce sera plus amusant. Avec un appareil photo standard, quand on prend une photographie, on va avoir certains canaux, notamment le canal des verts, qui va être surreprésenté sur les extérieurs. Et comme un ordinateur voit les 3 canaux, il va voir que le canal de vert, quand on prend une photo, il y a beaucoup plus de vert dans le coin, par exemple en haut à droite. Et du coup, simplement en regardant cette valeur-là, sans chercher à comprendre le contenu et la sémantique de l'image, l'ordinateur va être capable de dire le fragment va là. Et donc, il a une autoroute pour résoudre le puzzle et il n'emprunte pas du tout les méthodes dont on va avoir besoin pour résoudre ça en vrai. Et donc, avec le dataset du MET, il a la particularité d'avoir été photographié avec des appareils photo ultra haut de gamme. De mémoire, ils avaient des partenariats avec des lentilles utilisées en astronomie. Enfin, c'était assez impressionnant. Et du coup, quand ils ont numérisé les photos, ça leur a pris beaucoup de temps. Enfin, les tableaux, etc., ça a pris beaucoup de temps. Et justement, on n'a plus ces soucis d'aberration qui permettaient de faciliter et de mâcher le travail à l'algorithme. Et d'ailleurs, ce résultat a été consolidé par la dernière image sur le patchwork, où on voit que même avec différentes lumières, différents appareils, y compris les photos, on a été capable de bien reconstituer les images. Merci. Ça donne sûrement un très bon exemple de pourquoi il est important de comprendre comment les données sont acquises avant d'apprendre un réseau de neurones. Tout à fait. Pardon, juste pour bien comprendre, quand on dit 9 plus 8 images, ça veut dire quoi le 9 plus 8? Oui, alors je suis allée un peu vite, il est vrai. On a, par exemple ici on voit qu'on avait le cas des fragments surnuméraires, et donc plus 8, c'est quand on lui ajoutait 8 fragments surnuméraires. C'est illustré très rapidement, j'avais envie de parler de tellement de choses, donc forcément on a dû faire comme on pouvait. C'est illustré ici par exemple avec ces fragments d'un tableau jaune qui sont surnuméraires, et du coup 9 plus 8, ça doit être peut-être ce cas-là, où on a pas mal de jaunes aussi qui viennent d'un autre tableau, et l'algorithme a été à même de les séparer. Donc voilà, les plus 8, c'est quand on a des fragments surnuméraires et on ne monte pas plus parce qu'après, ça faisait trop lourd pour l'algorithme de graphe, si je me souviens bien. Merci. Et juste par curiosité, c'est quoi la performance des algorithmes sur des puzzles habituels, ceux qu'on trouve dans le commerce, dans les magasins de jeux, je sais pas moi, 50 x 50 ou qui sait quoi? Alors, on a décidé de ne pas jouer avec ce genre de puzzle parce qu'ils avaient des bordures et donc le réseau de neurones risquait d'apprendre à partir de ces bordures-là.
plutôt que de vraiment utiliser la sémantique. La grosse difficulté de la tâche, c'est l'érosion. C'est le fait qu'on n'est pas capable de coller deux fragments et d'avoir quelque chose de cohérent parce qu'il y a quelque chose, il y a un gros espace entre les fragments qu'on ne voit pas. Donc, je ne suis pas capable de répondre à la question parce que les bordures rendent ça trop facile, c'est ça? Les bordures rendraient ça trop facile pour Ok, un réseau neuronal. Merci. Merci. Donc on va clôturer cette session maintenant et en vous remerciant.